Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce journal. Le gouvernement s'engage à valoriser les rois et chefs traditionnels. La Commission des affaires culturelles et sociales de l'Assemblée nationale a approuvé hier le projet de loi portant statut de ces autorités coutumières. Le texte a été soumis par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. 12 pays africains réfléchissent sur l'avenir des structures d'assurance. 30 ans après le démarrage de ces activités, la compagnie commune de réassurance des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance tient à Abidjan sa 32e assemblée générale ordinaire. La cérémonie d'ouverture a enregistré hier la présence de la ministre chargée de l'économie et des finances, Kabanyale. Francis Boifou. Des prix d'encouragement à des personnalités, membres de la compagnie commune de réassurance, des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, 6 carrés. Mais derrière cet honneur, une responsabilité, celle relative à la professionnalisation des maisons d'assurance de plusieurs pays africains face aux plaintes des clients. Quand il y a des accidents par exemple, pour que les personnes accidentées puissent percevoir les perdièmes, c'est tout compliqué. Quand ta maison brûle, tout ça. Le message appelle à un changement de comportement de la part des responsables de structures d'assurance qui ne tiennent pas leurs engagements. C'est un secteur dont nous attendons qu'il puisse donc avoir la surface financière nécessaire pour à la fois faire face aux appels de leurs clients, on va dire, mais également pour contribuer au levée de fonds que nos États émettent. L'ouverture des travaux de la 32e Assemblée générale ordinaire de la CICARE à Abidjan, une opportunité pour dresser le bilan financier de l'année écoulée. Les comptes financiers de l'exercice social 2013, dont le chiffre d'affaires est de 25 936 742 francs CFA, contre 21 568 186 274 francs CFA en 2012, en hausse de 4 368 399 468 francs CFA. Au menu de cette rencontre internationale, des échanges d'expériences et l'adoption de stratégies pouvant promouvoir le développement des activités nationales d'assurance et de réassurance. On s'intéresse à présent au Forum des miniers de la sous-région avec Alexis Ouedraogo. Intéresser les petites et moyennes entreprises locales au secteur des mines en vue d'impacter directement l'économie des pays africains, voilà l'une des conclusions de l'atelier régional sur les mines d'Afrique qui a refermé ses portes mercredi soir à Abidjan. Selon le ministre Jean-Claude Brou, la rencontre a permis de travailler à l'érection de meilleures pratiques pour une industrie minière durable en Afrique de l'Ouest. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des pays veulent non seulement développer leur secteur minier, permettre à ce secteur de contribuer davantage au développement économique et social, mais surtout, les pays sont soucieux de faire en sorte que le secteur minier se développe de manière harmonieuse, contribue à l'ensemble de l'économie, développe d'autres secteurs, entraîne d'autres secteurs et que ça se fasse dans le respect de l'environnement et que ça se fasse aussi en tenant compte des besoins des communautés locales et riveraines. La promotion d'un secteur minier durable en Côte d'Ivoire était aussi à l'ordre des échanges. Les discussions ont porté sur la sensibilisation du potentiel minier du pays. Des échanges de connaissances sur les dispositions réglementaires et fiscales ont eu lieu. La contribution du secteur minier au développement communautaire et à la croissance interne aussi. Il faut qu'il y ait des entreprises ivoiriennes, des PME qui participent à ces activités. Donc nous avons évoqué les questions de soutien aux approvisionnements des entreprises minières, développement des chaînes de production pour que les entreprises locales, les entreprises nationales et les petites et moyennes entreprises puissent travailler avec les chaînes des entreprises minières et donc ça va contribuer au développement économique également. Partenaire de cette conférence régionale, la Banque mondiale, l'institution a entamé de nombreux travaux avec les pays africains en vue de les aider à parvenir à un développement durable au moyen du secteur minier. Le SAMU d'Abidjan vient de recevoir un important lot de matériel. Coût de ces équipements composés entre autres de consommables d'hémodialyse
plus de 100 millions de francs CFA. Ce don de la fondation Ubifarm a été remis au sein du CHU de Cocody. Christelle Menon. Avec seulement 60 postes d'hémodialyse disponibles dans 5 services de santé publique ivoiriens, impossible de prendre en charge les quelques 1000 nouveaux cas d'insuffisants rénaux chroniques déclarés chaque année dans le pays. Petite lueur d'espoir, le dispositif vient de s'enrichir ce 26 juin avec le don de la fondation Ubifarm. 19 générateurs de dialyse, 10 fauteuils et du consommable d'hémodialyse pour un montant excédant les 100 millions de francs CFA. Ce sont 180 insuffisants rénaux chroniques de plus qui vont pouvoir être dialysés. C'est un phénomène de santé publique. Nous avons créé un partenariat avec la société qui nous fournit les appareils et je pense que chaque fois que c'est nécessaire, nous aurons du matériel. Un appui qui compte, d'autant plus que les défis restent de taille en matière de lutte contre l'insuffisance rénale, notamment celui d'améliorer la quantité et la qualité de la prise en charge. Plusieurs projets en cours d'exécution jalonnent le parcours du gouvernement dans la lutte contre l'insuffisance rénale. L'objectif, c'est d'arriver bien sûr à une prise en charge totale des patients dialysés. Pour le gouvernement ivoirien, c'est de décentraliser, n'est-ce pas, cette prise en charge et permettre à des patients qui sont même très loin d'avoir un centre de dialyse. Et j'en profite pour demander à d'autres groupes privés de bien vouloir nous accompagner dans cette lutte que nous menons. Un appel à contribution lancé au secteur privé et à la société civile contre les maladies du rein, devenu une préoccupation de santé publique en Côte d'Ivoire. Responsable de 39% de la mortalité dans le seul service de néphrologie du CHU de Yopougon, l'insuffisance rénale est malheureusement et très souvent dépistée au stade terminal. Ce jeudi 26 juin marquait la célébration de la Journée internationale contre la torture, une journée instituée par l'ONU. À cette occasion, le mouvement ivoirien des droits de l'homme sensibilise les populations à l'arrêt de toute forme de torture et de traitements cruels et dégradants. Hamza Diaby. En Côte d'Ivoire, pendant la seule période post-électorale, l'on a enregistré 296 cas de torture ayant entraîné la mort, 1354 cas de torture et 1135 cas de traitements cruels, inhumains et dégradants. Et pourtant, la torture est prohibée dans notre pays sans qu'aucune disposition du code pénal en vigueur ne définisse explicitement la torture ni ne la criminalise. Ce 26 juin, journée internationale contre la torture, Amnesty International et le mouvement ivoirien des droits humains montent au créneau. Cette journée est une opportunité d'attirer l'attention de tous les gouvernements du monde entier pour mettre fin à cette pratique barbare et demander des réparations pour ceux qui sont victimes de cette pratique. Il est possible d'éradiquer cette pratique si chacun d'entre nous, du simple citoyen au chef de l'État, s'interpose entre les tortionnaires et les victimes. Il s'agit donc d'apporter notre soutien aux victimes, leur dire qu'elles ne sont pas seules dans la douleur qu'elles ont endurée et ensuite les organiser afin que ces victimes-là puissent quand même avoir le droit à réparation. La Côte d'Ivoire fait un pas dans cette lutte contre la torture. Elle s'engage à être aux côtés des victimes. C'est l'occasion de réitérer l'engagement du gouvernement de la Côte d'Ivoire, État parti à la dite convention, à redoubler d'efforts pour venir en aide à tous ceux qui ont subi des actes de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette démarche pourrait être un soulagement pour toutes les victimes qui jusqu'à ce jour se trouvent sans recours. Elles ne peuvent rien entreprendre ni au plan national ni au plan international. Les habitants de la commune de Cocody sont confrontés à des inondations causées par les pluies diluviennes. Ceux de la cité Alpha Blondy de la Riviera Palmeraie se trouvent aussi dans cette situation. Les canalisations sont bouchées, les maisons bâties sur des caniveaux empêchent le ruissellement des eaux. Et face à ces difficultés, le gouvernement a pris des mesures pour réhabiliter des caniveaux de drainage. Et la maison de l'artiste musicien Alpha Blondy est visée par les travaux. On en parle avec Doigt de Laser. Des caterpillars aux portes du domicile de l'artiste musicien Alpha Blondy à la Palmeraie dans la commune de Cocody. Ces engins sont prêts à démolir la clôture de l'artiste qui déborde sur le caniveau d'évacuation des eaux de ruissellement vers la lagune Ébrié. L'ouvrage qui traverse l'autoroute qui a une section de 2,50 m sur 2 mètres. Et donc son prolongement
est de 2 mètres sur 1 mètre 40. Donc vous voyez que la section n'est pas suffisante pour assurer la totalité de l'écoulement, d'où les débordements qu'on assiste et l'inondation des riverains qui sont situés à l'aval. Pour réaliser l'ouvrage envisagé, on est obligé de libérer l'emprise. Derrière ce portail jaune, un tête-à-tête entre le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et l'artiste musicien Mamadou Sanogo est venu échanger avec Alpha Blondy sur la nécessité de démolir sa clôture qui empêche les eaux de ruissellement de circuler convenablement, causant des inondations dans le quartier. La rencontre a duré plus d'1 heure et le ministre de la Construction dit être satisfait des conclusions. Le plus important, c'est dire que quelle que soit la personnalité, quelle que soit l'autorité de ce pays, à partir du moment où vous construisez sur les ouvrages d'assainissement, l'État du Côte d'Ivoire va appliquer les règles d'urbanisme. Sans compromission, nous avons expliqué à M. Alpha Blondy la nécessité de procéder à la démolition. Un calendrier a été arrêté entre l'État et donc lui, et les travaux de démolition vont donc démarrer le moment venu. C'est ce qui a été décidé lors du dernier Conseil des ministres et c'est ce que nous allons appliquer ici et partout. Depuis le début de la saison pluvieuse dans le district d'Abidjan, les habitants de la cité Alpha Blondy de la Palmeraie ont le sommeil troublé à cause des fréquentes inondations qui montent souvent à plus de 2 mètres de hauteur dans les habitations. Les étudiants diplômés de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication, ont présenté leur savoir-faire. C'était à l'occasion de la 11e édition des Journées du communicateur, marquant la fin des pratiques professionnelles. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba-Lamine, a pris part à l'événement. Gabriel Zani. Des étudiants prêts à l'emploi. Voilà le résultat des pratiques professionnelles organisées chaque année par l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC. Les travaux des étudiants ont rivalisé une fois de plus en talent et créativité lors de la première journée du communicateur célébrée ce jeudi 26 juin dans l'enceinte de l'Institut. Nous sortons aujourd'hui de l'ISTC et nous espérons avoir de la place dans les entreprises. Nous nous sentons vraiment aptes à pouvoir affronter le monde de l'emploi, surtout que nos encadreurs nous ont appuyés durant ces 2 mois de pratique professionnelle et ça a été vraiment bénéfique pour nous. En 22 ans, l'ISTC a fait du chemin. Mais il apparaît nécessaire aujourd'hui pour l'Institut de faire une toilette digne de ses bâtiments et aussi de ses offres de formation, selon le directeur. Ouvert sur l'extérieur, l'ISTC attend de bénéficier, ou du moins de faire à ses étudiants des voyages d'études, de participer à l'espace école du Festival panafricain des arts et de la culture de Ouagadougou, FESPACO plus près de nous, de prendre part aux compétitions similaires existant partout ailleurs. Des perspectives connues du parrain et de la présidente de la cérémonie que sont le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi, représenté par le secrétaire général du ministère et la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba-Lamine. Vos devanciers vous ont montré le chemin en faisant preuve de talent et de créativité et c'est à vous qu'il revient cette année encore de démontrer que dans cet institut, on ne se contente pas d'être de bons étudiants, mais que non seulement nous sommes les meilleurs, que nous sommes les plus talentueux. Les journées du communicateur ont été déjà des sources d'inspiration pour les autorités. La loi interdisant l'usage du téléphone mobile au volant en est un exemple. La version 2014 de ces journées se poursuivra le vendredi 27 juin avec les présentations des travaux des étudiants pour permettre aux chefs d'entreprise de choisir leurs futurs collaborateurs. Les résultats définitifs du BEPC sont connus depuis hier. La Côte d'Ivoire enregistre un taux de réussite de plus de 57% cette année contre 40% en 2013. Une hausse qui ne laisse pas indifférente la direction des examens et concours. Eve Boué, Francois-Dieu. Brevet d'études du premier cycle BEPC session 2014, les résultats des 41 draines sont officiels depuis le mercredi 25 juin. La directrice des examens et concours, Mariam Dosso, fait cependant quelques précisions. Après la compilation des résultats de 85,33% des délibérations, on note un taux de réussite de 57,43% contre 40,22% en 2013
et 17,14% en 2012. C'est l'occasion de rappeler que c'est la première fois depuis 1981, soit 33 ans après, que le taux de réussite franchit le cap de 50%. 57,43%. Un taux pas encore définitif, susceptible toutefois de varier une fois la totalité des délibérations atteintes. Notons par ailleurs que pour l'examen du BEPC du test d'orientation en seconde, 319 165 candidats étaient repartis dans 545 centres sur l'étendue du territoire national. L'actualité en bref sur le continent à présent. Première destination, la Libye. Les Libyens ont voté hier pour élire les 200 membres de la future Chambre qui doit remplacer le Congrès général national, la plus haute autorité politique et législative dont la légitimité est contestée. Ce scrutin a été marqué par un faible taux de participation, environ 27%, en raison de l'insécurité qui règne dans le pays. Les bureaux sont restés fermés dans certaines régions du pays. À Benghazi, 3 soldats ont été tués dans des affrontements avec une milice islamiste. 12 personnes accusées de harcèlement sexuel comparaissent depuis hier devant un tribunal du Caire. 12 hommes poursuivis pour avoir agressé sexuellement des femmes lors des manifestations de soutien au président Abdel Fattah al-Sisi sur la place Tahrir le 11 juin dernier. Le président égyptien avait alors présenté ses excuses aux victimes et promis de mettre fin à ce phénomène. Les accusés risquent 6 mois de prison au moins s'ils sont reconnus coupables. Le Burkinabé Amidou Yameogo remporte le 2e tour cycliste de la République démocratique du Congo. Il avait endossé le maillot jaune mardi après avoir survolé l'avant-dernière étape longue de 140 km. Au classement général par équipe, le Burkina Faso occupe la 2e place, derrière la France et devant la Côte d'Ivoire. Les coureurs ont parcouru 1200 km et sillonné 4 provinces, le Katanga, Kinshasa, le Bandundu et le Bas-Congo. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon début de journée à tous et à toutes.